Les plantes vertes puisent, dans le sol, l'eau et les sels minéraux dont elles ont besoin. Les quantités d'eau prélevées sont considérables. 500 litres par jour en moyenne pour un arbre adulte, 2 500 000 litres pour un hectare de blé depuis la germination à la moisson. Les racines sont des organes spécialisés dans l'absorption. Elles représentent une surface d'échange pouvant atteindre plusieurs dizaines à plusieurs centaines de mètres carrés pour une seule plante. Cette grande surface d'échange est principalement assurée par deux dispositifs remarquables, les poils absorbants et les mycorhizes. Chez de nombreuses plantes terrestres, particulièrement chez les plantes herbacées, l'entrée d'eau se fait au niveau de poils très fins, les poils absorbants. Ceux-ci sont localisés dans la zone subterminale des jeunes racines, appelée zone pilifère. Les poils absorbants sont des cellules très allongées, dont la paroi fine et perméable permet l'entrée d'eau dans la vacuole. Le nombre de poils absorbants peut être considérable, 14 milliards chez un plant de blé. Leur présence multiplie plusieurs fois la surface de contact entre la plante et le milieu extérieur. 400 mètres carrés pour un seul plant de blé, soit la surface d'un court de tennis. La plupart des arbres ne possèdent pratiquement pas de poils absorbants au niveau de leurs racines. En revanche, des filaments mycéliens de champignons entourent très souvent les radicelles et forment avec elles des sortes de manchons nommés mycorhizes. C'est le cas non seulement chez de nombreux arbres tels que le chêne, le pin, mais également chez certaines plantes herbacées telles que les légumineuses. Une plante, cultivée expérimentalement sur une solution ionique diluée, pousse normalement. En revanche, cultivée sur une solution ionique de même nature, mais très concentrée, elle se fane et meurt. Sur un tel milieu, la plante a donc perdu sa capacité d'absorber de l'eau. L'étude expérimentale des échanges d'eau n'est pas réalisée ici avec des poils absorbants, dont la manipulation est délicate, mais avec des cellules épidermiques d'oignons. En effet, les échanges d'eau s'effectuent de la même façon pour toute cellule vivante. Un fragment d'épiderme, prélevé sur une écaille de bulbe d'oignon rouge, monté entre lame et lamelle et étudié au microscope, permet d'observer des cellules vivantes. On reconnaît deux constituants importants.
la paroi cellulaire et une grande vacuole dont le contenu liquide est ici naturellement coloré par des pigments rouges. Les autres constituants cellulaires, noyaux, cytoplasme, sont peu visibles sans l'emploi de colorants spécifiques. Si le lambeau d'épiderme est placé dans une goutte de solution ionique suffisamment concentrée, les cellules présentent en quelques minutes une vacuole petite et très colorée. La cellule est dite plasmolysée. Si un lambeau, dont les cellules sont plasmolysées, est transporté dans de l'eau, le volume de la vacuole augmente à nouveau. C'est la déplasmolyse. Lorsque la vacuole remplit la quasi-totalité de la cellule, celle-ci est dite turgescente. La turgescence est l'état normal d'une cellule vivante. Pour expliquer ce phénomène, on utilise un modèle physique, l'osmose. L'osmomètre utilisé est formé d'une membrane semi-perméable qui sépare deux milieux aqueux dont la concentration en soluté est différente. On assiste alors à un passage d'eau du milieu le moins concentré en soluté vers celui qui est plus concentré. Ce passage ou diffusion d'eau est appelé osmose. Il est conforme aux lois générales de la diffusion. Les molécules ou les ions d'une solution présentent, comme les molécules d'un gaz, des mouvements incessants qui se font dans tous les sens et au hasard. Ces mouvements, dont l'intensité est liée à la température et à la pression du milieu, assurent la diffusion des molécules ou des ions et aboutissent à leur répartition homogène dans le milieu. Ce passage d'eau est déterminé par une pression que l'on appelle pression osmotique, qui dépend essentiellement de sa molarité, c'est-à-dire du nombre de moles ou de molécules d'ions de soluté par litre de solution. Ainsi, pour deux solutions données, la solution à molarité la plus élevée est dite hypertonique. La solution à molarité la plus faible est dite hypotonique. Deux solutions de même molarité sont isotoniques. Les variations de volume de la vacuole observées précédemment sont donc dues à une entrée ou à une sortie d'eau à travers la membrane cytoplasmique, conformément aux lois de l'osmose. Lorsque la cellule est placée dans un milieu hypertonique par rapport à son milieu intérieur, de l'eau passe de la vacuole dans le milieu extracellulaire. C'est la plasmolyse. Le phénomène inverse se produit lorsque la cellule plasmolysée est placée dans un milieu extérieur hypotonique par rapport à son milieu intérieur. Il y a entrée d'eau dans la vacuole qui augmente de volume, la cellule redevient turgescente. Au niveau du poil absorbant, il en est de même. Dans les conditions naturelles,
le contenu du poil absorbant est toujours hypertonique par rapport à la solution du sol. L'eau pénètre alors dans la cellule par osmose. L'eau transite ensuite, toujours par osmose, de cellule en cellule jusqu'au cylindre central de la racine. Au niveau du cylindre central, l'eau et les sels minéraux sont transportés dans des tuyaux, les vaisseaux du bois ou xylème, et constituent la sève brute. Ces vaisseaux sont des fils de cellules mortes aux parois lignifiées, plus rigides. La sève brute est conduite par ces canalisations dans toutes les parties de la plante. Une partie de l'eau absorbée est perdue par évaporation par les feuilles. C'est le phénomène de transpiration. Une plante, enfermée dans un sac en plastique, donne lieu à un dépôt de gouttelettes sur la face interne du sac. La transpiration se fait essentiellement par les stomates. Les deux cellules stomatiques laissent entre elles une ouverture, l'ostiole, plus ou moins fermée selon les conditions du milieu, éclairement, température, humidité de l'air, alimentation en eau de la plante. La fermeture ou l'ouverture des stomates constitue le principal mécanisme de régulation de la transpiration. La transpiration est responsable d'un appel d'eau continuel, l'aspiration foliaire, qui provoque la montée de la sève brute.